Quand on parle d'inceste, on imagine souvent une victime et un agresseur, comme si tout reposait uniquement sur une seule personne. Mais dans beaucoup de situations, il existe aussi tout un contexte familial qui permet le silence, la confusion et parfois même la protection implicite de l'incestueur. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à voir quand on est à l'intérieur de ce système. Parce qu'on ne touche pas seulement à des violences sexuelles, on touche aussi à l'attachement, à la famille, à la loyauté, au besoin d'être aimé, et parfois à toute une réalité familiale construite sur le déni. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de contrôle coercitif et de l'emprise familiale dans les situations d'inceste, avec beaucoup de nuances et de douceur. Et surtout, j'aimerais que cette vidéo puisse aider certaines personnes à moins culpabiliser. Quand on grandit dans un système dysfonctionnel, en fait, y a beaucoup de choses qui paraissent normales, pas parce que ça l'est réellement, mais parce que en fait, quand on est enfant, le cerveau il s'adapte aux situations. Et donc, les choses que l'on vit, on pense que c'est normal et puis parce qu'elles nous sont présentées comme l'étant aussi. Et en fait, c'est juste une adaptation en fait pour la survie. Et dans les situations d'inceste, le silence est souvent maintenu par différents mécanismes. Donc il y a la peur, la culpabilité, la confusion, la minimisation, le déni, ou encore la nécessité inconsciente de protéger l'image de la famille. Donc parfois, la famille ne veut pas voir parce que voir, ça signifierait pour elle de remettre en question tout un fonctionnement, des traumatismes transgénérationnels, des violences déjà présentes ou une réalité trop difficile à accepter. Et dans ces cas-là, en fait, le système familial va tenter de préserver en fait cette image et son fonctionnement. Et il peut inconsciemment en fait préserver son équilibre aux dépens de la victime. Du coup, c'est vrai que ça peut créer pour les victimes un sentiment de confusion parce qu'on se dit si personne réagit, c'est que c'est pas si grave. Peut-être que ça s'est pas passé exactement comme je pense. Enfin, en fait, on doute énormément, on remet en question ce qu'on a vécu, on remet en question ce qu'on ressent, remet en question tout, absolument tout. Et c'est vrai que ça a un impact du coup assez problématique pour la suite. Et on peut se dire aussi que si ma famille continue comme si de rien n'était, c'est que c'est moi le problème. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment d'être fou, d'être folle, parce que en fait je sais pas si ça va vous parler, mais c'est comme un moment dans ma vie où je regardais beaucoup les téléfilms de l'après-midi sur TF1. Et il y avait beaucoup d'histoires un peu des espèces de thrillers psychologiques où tu avais une personne en fait dont la réalité était sans cesse remise en question parce que tout son entourage pensait différemment ou niait ce qu'elle disait ou ce qu'elle pensait avoir vécu. Et du coup, la personne, elle commence à se dire, elle commence à vraiment avoir le sentiment d'être complètement folle et de plus pouvoir faire confiance à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle voit. Parce que tout le monde parce qu'elle est la seule en fait, et tous les autres autour d'elle voient les choses différemment et contredisent ce qu'elle raconte. Et c'est un peu ça en fait, quand on est dans une famille dysfonctionnelle, quand on est dans une famille où il y a de l'inceste, et que toute la famille va avoir tendance à essayer de préserver l'équilibre de la famille et à plutôt se réfugier dans le déni, on a l'impression que nous on est complètement fous. En tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que on est les seuls, voilà, on est la seule ou le seul à penser autrement et à remettre en question tout ce système et tout ce fonctionnement. Et comme souvent en plus quand on a été victime, on est plus ou moins un peu isolé. C'est vrai qu'on n'a pas forcément aussi d'autres récits ou de regards extérieurs, et c'est ce qui fait qu'on peut facilement complètement se perdre dans tout ça et avoir le sentiment que ça n'a pas vraiment existé ou que c'est pas si grave. Et ça peut amener à des conséquences quand même dramatiques où on va accepter des choses qui sont inacceptables parce qu'en se disant non, en fait ça c'est pas si grave, ou alors si c'est moi on s'en fout, et donc à ne jamais pas être en capacité de se défendre, de s'affirmer, mais aussi se dire qu'on a le droit à la justice et qu'en fait de dénoncer des choses, de se plaindre et de dire que ce qui n'est pas ok pour nous,
Et on va avoir tendance à continuer du coup à subir différentes formes d'abus et de violence sans jamais dénoncer, sans jamais rien dire, parce que on pense au final que en fait, parce que ça nous arrive à nous, parce que c'est nous, c'est pas grave, et que on a appris à se taire et à juste à prendre sur soi et à, et à encaisser en fait. On encaisse très bien au bout d'un moment, mais on a l'impression, parce qu'en fait ça nous détruit de l'intérieur, mais du coup c'est vrai que tout ça, ça peut mener quand même à des situations qui vont être dramatiques par la suite, quoi. Et donc c'est important de comprendre que même s'il y a un silence collectif, ça ne veut absolument pas dire que les violences n'ont pas existé ou qu'elles n'ont pas été graves. Et ce qui est difficile aussi à comprendre et à accepter, c'est que parfois ce contrôle coercitif, cette emprise peut continuer, peut perdurer à l'âge adulte. Et parfois la victime, en fait, elle peut avoir réussi à couper des liens avec l'incestueur, notamment quand celui-ci il fait plus forcément partie de la famille, suite par exemple à une rupture. Mais pour autant, elle peut continuer à subir la pression du reste de la famille, la culpabilisation, la minimisation ou le rejet. Tout simplement parce que le système familial essaie encore de préserver une image, une stabilité ou une vérité qui est acceptable pour lui en fait. Et on peut parfois du coup entendre des phrases qui font mal, comme tu détruis la famille, il faut tourner la page, tu exagères, tu fais du mal à tout le monde, c'est trop dur pour moi, tu te rends pas compte ce que ça me fait, c'est pas normal que ce soit à moi de payer les conséquences pour ce que cette personne t'a fait. Voilà, c'est tout le genre de choses, tout genre de phrases qu'on peut entendre. Et c'est vrai que ce genre de phrases, ce genre de mécanismes peuvent être extrêmement violents pour nous à entendre. C'est une vraie violence psychologique. Surtout que ça touche quand même quelque chose de très très profond, qui est le besoin d'appartenance. Et beaucoup de survivants et de survivantes restent du coup longtemps dans la confusion, parce qu'elles ne voient pas uniquement un agresseur, mais elles voient aussi des souvenirs, elles voient aussi des liens, de l'amour parfois, parce que quand on aime notre famille, en fait, en tant qu'enfant, on va forcément avoir un lien d'attachement avec notre famille, et particulièrement avec nos parents, même quand on a subi de graves maltraitances. Des moments heureux. C'est vrai que ça, c'est souvent difficile à comprendre, que dans certaines familles dysfonctionnelles où il y a de la maltraitance et notamment de l'inceste, c'est pas de la violence tout le temps, et qu'il y a aussi des moments de partage, des moments de complicité, des moments où on se sent aimé, où on peut se sentir même protégé de certaines façons et d'autres choses. Des moments, voilà, des repas de famille, des sorties, des activités qui peuvent aussi du coup accentuer ce sentiment de trouble un peu, quoi. Puis il y a aussi, donc, comme je disais, ce lien, donc il y a des personnes qu'on ne veut pas perdre, et ça peut... mais ça ne rend pas les violences moins réelles en fait, ça montre simplement à quel point les mécanismes d'emprise familiale sont vraiment complexes. Et surtout, il est difficile émotionnellement de remettre en question tout un système, surtout que, évidemment, que souvent en tant que victime de traumatismes aussi graves, on doit déjà se battre contre les conséquences sur la santé mentale et physique, on doit se battre avec et apprendre à vivre avec un stress post-traumatique souvent complexe, avec la dissociation, la sidération, parfois de la dépression, des maladies aussi qui sont quand même souvent présentes, des maladies auto-immunes par exemple, ou la fibromyalgie. Et du coup on doit déjà se battre avec tout ça. Et c'est très difficile de le faire dans un environnement de rejet et de déni en fait. Et je crois que c'est très important de dire que si tu n'as pas vu certaines choses plus tôt, ça ne veut pas dire que tu étais naïve. Si tu as minimisé, si tu es resté en contact, si tu as douté, ça ne veut pas dire que les violences n'étaient pas réelles. Ces mécanismes sont justement faits pour maintenir la confusion, et quand on grandit dedans en fait depuis l'enfance, ça peut être vraiment très difficile d'identifier tous ces mécanismes et de comprendre ce qu'on est en train de vivre en fait. Et c'est normal. C'est un système qui est extrêmement puissant. Moi je compare souvent ça au mécanisme d'une secte, et je pense que c'est un peu la même chose. La famille, ça peut être un peu comme une forme de secte dans le sens où c'est très opaque. On a quand même cette image que ce qui reste dans la famille, ce qui se passe dans la famille doit rester dans la famille, et du coup il n'y a pas forcément beaucoup
d'espace avec le monde extérieur et du coup c'est ce qui fait que les violences intrafamiliales sont aussi difficiles et aussi malheureusement importantes et difficiles parfois à identifier parce que en fait on fait pas entrer n'importe qui dans la famille et parce que on sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées et parce que en plus on vit quand même dans un monde, dans un système, dans une société où la famille reste au cœur et reste quelque chose de sacré, de très important. Et le nombre de fois où on entend ouais mais c'est ta famille, donc limite parce que c'est ta famille, peu importe ce qui se passe, tu dois pardonner, tu dois rester en contact, tu dois rester en lien. Et du coup tout ça, ça rajoute de la confusion et ça rajoute de la difficulté à accepter et à réaliser ce qui se passe réellement et parfois du coup à couper les ponts quand c'est nécessaire. Mais même si le chemin il est douloureux, il est possible de sortir progressivement de cette emprise. Et il est possible de reconstruire ses repères, d'apprendre à se faire confiance, de créer des relations plus sécurisantes, de construire une vie qui ne tourne plus autour du silence ou de l'adaptation. Et parfois, ça commence simplement par mettre des mots, par comprendre et arrêter peu à peu à se croire folle. Tu n'as pas à avoir tout parfaitement tout de suite. Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement pour commencer à te rapprocher de toi-même. Donc c'est quelque chose que je connais très bien et d'ailleurs je vous invite à aller voir, je vais le mettre là, voilà, les deux vidéos que j'ai faites à ce sujet sur mon parcours personnel avec l'emprise familiale et le contrôle coercitif. Et je voudrais rajouter ça, si c'est quelque chose que tu vis actuellement, c'est pas de ta faute, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que tu sois dans la confusion. C'est vrai que bien souvent on se focalise, même en thérapie, on se focalise sur l'agresseur parce que c'est ce qu'il y a de plus logique et de plus visible. Et ça prend déjà énormément de temps de faire face à cette violence-là qu'on a vécue, d'essayer de soigner les conséquences sur notre santé physique et mentale, de réussir à se construire, à construire sa vie malgré ça. Ou avec ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué du coup de se dire que finalement toute la famille ou une bonne partie de la famille a participé de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente à ce qui s'est passé. Parce que l'inceste n'arrive pas dans n'importe quelle famille, n'arrive pas dans n'importe quel environnement. Bien souvent c'est parce qu'il y a l'espace suffisant pour ça, il y a déjà un terrain qui permet ça, qui permet le passage à l'acte, qui permet le silence, qui permet le contrôle et qui fait que la personne va savoir qu'elle peut agir en toute impunité, qu'elle peut agir sans risque de se faire prendre ou d'être dénoncée. Et c'est très difficile du coup de remettre en question toute sa famille parce qu'en fait c'est notre famille, c'est les gens avec qui on a toujours vécu, c'est les gens avec qui on a grandi, avec des gens avec qui on a parfois partagé des super moments, des gens qu'on aime, qui ont été parfois nos repères, même si c'était pas forcément des bons repères, ils ont été nos repères. Et c'est très difficile, c'est long et douloureux de faire ce chemin-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, moi je trouve. Et alors que c'est ultra important et je pense que pour pouvoir avancer, pour pouvoir se construire, pour pouvoir vivre sa propre vie, c'est hyper important de prendre conscience de ces mécanismes et c'est hyper important, vraiment c'est essentiel de pouvoir faire tout ce travail-là malgré que ce soit vraiment douloureux. Et je sais ce que c'est que de se sentir orphelin, orpheline. Et à quel point ça brise le cœur, à quel point c'est un grand sentiment d'injustice. Mais ça passe. Et il y a une vie après. Et c'est vraiment important de pouvoir réaliser tout ça. Voilà. Donc tu n'es pas seule en tout cas. On est nombreux et nombreuses à connaître ce chemin-là. Et même si... moi je sais qu'on m'a beaucoup dit ouais mais Marie t'es pas seule, on est là, tu peux reconstruire autre chose. C'est vrai, on peut reconstruire autre chose. Mais en fait ça remplace pas. On peut pas remplacer une mère, on peut pas remplacer un père, on peut pas remplacer une sœur. On
on peut créer autre chose qui va nous apporter de l'amour, qui va nous apporter de la sécurité, qui peut nous apporter du soutien, du bien-être, qui peut nous donner de la force aussi pour traverser tout ça. Et c'est vraiment essentiel d'être bien entouré. Mais c'est important de comprendre que c'est un vrai deuil qu'on fait. Un vrai deuil d'une famille, un vrai deuil de parents, d'une mère, d'un père, d'une sœur, d'un frère, peu importe. Et que ça reste quelque chose de difficile et c'est hyper douloureux de remettre en question tout ce qu'on a vécu et toutes les personnes avec lesquelles on a vécu tout ça. Voilà, mais c'est vraiment essentiel de faire ce travail. Et encore une fois, ce n'est pas de ta faute. C'est normal que tu ressentes tout ça et c'est important aussi que tu prennes ton temps et que tu vives les choses à ton rythme en respectant tes besoins. Voilà. Et si cette vidéo résonne pour toi, tu peux me partager ton ressenti en commentaire ou en message privé. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi créé un guide gratuit autour de la dissociation que tu peux retrouver en description. Donc c'est vraiment un guide qui est pensé pour t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement post-trauma, post-inceste et à mieux vivre notamment avec la dissociation parce que parfois il faut plusieurs années avant de réussir à faire qu'elle soit levée complètement. Et en attendant, tu mérites quand même de vivre. Donc voilà, merci vraiment de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo aura été intéressante, qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre certaines choses que tu vis peut-être. Merci de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Ça compte vraiment pour moi de pouvoir partager tout ça à un maximum de personnes. N'hésite pas aussi à liker, à partager ma vidéo si tu penses qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de la voir. Et à commenter si jamais tu veux partager ton ressenti, si jamais tu as des questions. Ou tu peux aussi, n'hésite pas aussi à m'envoyer un email si tu souhaites plutôt échanger en privé. Je te lirai et je te répondrai avec grand plaisir. Et puis prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.